Good morning. Président, bonjour à tous. Donc nous sommes enfin au prétoire numéro 1. Bonjour monsieur le témoin. Bonjour monsieur. Bonjour maître. Conseil du témoin. Hier, nous avons reçu une copie de courtoisie qui n'a pas encore été déposée. C'est une requête de la part du Conseil de règle 74 du témoin. Je pense que nous allons donner les garanties de la règle 74, comme nous l'avons fait pour tous les autres témoins jusqu'à maintenant. Donc, si vous êtes d'accord, nous allons travailler exactement comme d'habitude. Donc, donner les garanties de la règle 74. Je vous parle, maître. Vous êtes d'accord pour que nous fassions cela? Oui, Monsieur le Président, nous sommes d'accord. OK. Très bien. Donc, monsieur le témoin, je vais tout d'abord vous demander de vous présenter, nous donner votre nom complet et date et lieu de naissance, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je me nomme Twali Bayi Williams. Je suis né le 16 février 1968 à Abidjan. Where? Vous êtes né où exactement? À Abidjan, Côte d'Ivoire. And you are an Ivorian. Et vous êtes citoyen ivoirien, n'est-ce pas? Monsieur le Président. Can you tell us Quelle était votre profession lors de la crise? Donc à la fin 2010, début 2011. Quel était votre métier? De carrière, Monsieur le Président. Officier, particulièrement. can you tell us Pourriez-vous nous donner votre grade en 2010-2011? En 2010-2011, j'étais commandant, Monsieur le Président. you and now? Maintenant? Je suis lieutenant-colonel. And you're still in service. Toujours dans l'armée. So now I give you some Je vais maintenant vous donner quelques consignes et quelques informations préliminaires pour que vous soyez à l'aise. D'abord, nous allons vous appeler Monsieur le témoin. On vous appellera toujours Monsieur le témoin. C'est ainsi que l'on procède en salle d'audience. On ne donne jamais le nom du témoin, on dit toujours Monsieur ou Madame le témoin. Alors, si à un moment ou à un autre, vous voulez parler de quelque chose avec la chambre, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous avez un problème, eh bien, faites-moi signe, communiquez-moi votre problème et la chambre fera en sorte de trouver une solution. De plus, si à un moment, vous préférez répondre en huis clos partiel, c'est-à-dire donner votre réponse afin qu'elle ne soit entendue que par les gens qui sont dans le prétoire et pas par l'extérieur, faites-le moi savoir et la chambre statuera pour voir ce qu'il convient de faire. Alors maintenant, en ce qui concerne l'auto-incrimination éventuelle, sachez que tout d'abord, un avocat vous a été commis,
Donc il est là pour vous donner des conseils juridiques au cas où une de vos réponses risquerait de vous incriminer. Maître Diarra-Souba est bien à vos côtés. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Il est à vos côtés. Et si à un moment vous hésitez à répondre, demandez-lui son avis. Et ensuite, soit répondez d'une façon ou d'une autre, suite à son conseil. Donc soit en audience publique, soit à huis clos partiel. De toute façon, la Chambre vous garantit, au titre de la règle 74.3 du règlement de procédure et de preuve, que tout ce que vous direz ici ne sera jamais utilisé, soit directement, soit indirectement, contre vous, devant quelque poursuite éventuellement engagée par cette Cour, ultérieurement. À part, bien sûr, une affaire engagée au titre de l'article 70 et 70.1, c'est-à-dire outrage à la Cour, mais ça, c'est si vous ne dites pas la vérité, par exemple. Donc, si on vous pose une question qui pourrait vous auto-incriminer lorsque vous répondez, la réponse sera donnée à huis clos partiel et elle restera confidentielle. Toutes les parties qui vont vous poser des questions sont responsables de cela et doivent demander à passer à huis clos partiel au cas où ils auraient une question à poser qui risque de provoquer une réponse qui vous incriminerait. Et le conseil commis d'office, bien sûr, doit être là et être très vigilant pour vous conseiller intelligemment, bien sûr. Vous avez bien compris? Compris, Monsieur le Président. Very well. Réponse merci. Alors maintenant, parlons des langues. Parlons de l'interprétation et de la transcription du dossier. Vous allez témoigner en français. Et moi, comme vous pouvez le remarquer, je parle anglais. Mais il faut pourtant qu'on se comprenne. Et pour ce faire, premièrement, nous devons parler lentement, afin de donner le temps aux interprètes et aux sténotypistes, les premiers d'interpréter nos propos, les deuxièmes de les consigner. Donc, s'il vous plaît, écoutez la question qui vous est posée et ensuite ménagez une pause. Il faut que vous attendiez que l'interprète ait terminé de traduire dans l'autre langue avant de répondre. Et bien sûr, la personne posant la question doit faire la même chose, attendre la fin de votre réponse, attendre la fin de l'interprétation de votre réponse avant de répondre. Alors, si vous allez trop vite ou vous prenez la parole trop rapidement, je vous ferai signe de ralentir ou de ménager la pause. Compris? Monsieur le Président. Now we come to your testimony. Question. Très bien. Maintenant, parlons de votre déposition. Vous savez bien sûr que cette Chambre a été saisie de l'affaire Le Procureur contre messieurs Gbagbo et Blé Goudé. Et vous avez été cité en tant que témoin afin d'aider la Chambre à trouver la vérité sur ce qui s'est passé. Donc les avocats vont vous poser des questions. D'abord, ce sera les représentants du bureau du procureur. Ensuite, la défense de messieurs Gbagbo et Blé Goudé. D'abord celle de monsieur Gbagbo, ensuite celle de monsieur Blé Goudé. Et votre seule obligation est de répondre aux questions avec véracité. To this effect, Et pour ce faire, pour
que vous y engagiez. Je vous demande justement de lire l'engagement solennel qui est devant vous. Veuillez en donner lecture, s'il vous plaît. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Thank you very much. Merci. Dernière consigne que je suis tenue de vous donner. Le faux témoignage est un délit devant cette cour et est donc sanctionnable. Il faut juste que je vous prévienne. Nous sommes prêts. L'interrogatoire peut commencer. Si cela vous va, je vais donner la parole au représentant du bureau du procureur pour que l'on commence l'interrogatoire. Vous êtes prêts? Vous êtes prêt, monsieur le témoin? Je suis prêt, monsieur le président. OK. Mr. McDonald? Le président. Monsieur MacDonald, la parole est à vous. Monsieur MacDonald, je vous remercie. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour. Juste une chose que j'aimerais ajouter, dit le président. Nous avons tous pris connaissance de votre requête envoyée ce matin. Et lorsque le cas se présentera, eh bien nous trancherons. Monsieur MacDonald, désolé, c'est une négligence de ma part. C'est absolument ma faute. Le président, de toute façon, ce n'est pas grave. Nous déciderons au fil de l'eau. Et monsieur MacDonald, oui, de toute façon, ce sera à la deuxième séance, sans doute. Pour vider l'affaire et que les choses soient claires et gagner du temps, nous n'avons absolument aucune objection et nous comprenons tout à fait ce qui peut arriver. Alors, je tiens à remercier mon collègue. Well, thank you very much. Président, merci beaucoup. Oui, Monsieur le Président, l'équipe de défense de Monsieur Charles Blegoudé n'a pas d'objection. Alors, merci également. So no objection. Président, il n'y a pas d'objection. Dans ce cas-là, la question ne va même pas être soulevée. Allez-y. Et merci beaucoup à tous pour leur esprit de coopération. Allez-y, monsieur MacDonald. Et je prends également l'occasion de saluer Maître Diarra-Souba qui se joint à nous. Nous avons eu des contacts, je comprends bien, pour la représentation du témoin. Monsieur le témoin, vous voyez, je vais vous appeler Monsieur le témoin, car c'est la façon de procéder dans cette salle. Également, vous notez que, comme ça a déjà été expliqué, nous parlons français et nous devons respecter la règle des 5 secondes entre les questions et les réponses pour permettre à l'interprétation et la traduction de suivre. Alors, pour débuter mes questions, monsieur le témoin, j'aimerais qu'on revienne un peu sur votre biographie, si on veut, au sein de l'armée. Je n'ai pas l'intention d'aller sur tous les titres ou toutes les fonctions que vous avez exercées au sein de l'armée ivoirienne. Mais j'aimerais tout simplement, dans un premier temps, savoir à quelle date êtes-vous entré dans l'armée? Merci, Monsieur le Président. Je suis rentré dans l'armée tout d'abord à l'école militaire préparatoire technique. Donc dans les années 79, où j'ai fait mon cycle secondaire jusqu'en terminale. Ensuite, je suis allé à l'université et j'ai rejoint l'école des officiers dans les années 90. Donc je pourrais dire que je suis rentré véritablement
J'ai commencé ma carrière militaire en 90. Très bien. Je vais me focaliser sur une fonction particulière au sein de votre carrière. Vous avez été le chef de corps du premier BCP. Pourriez-vous nous dire à quelle date avez-vous débuté cette fonction? J'ai été chef de corps du premier BCP en 2009 et début 2010. Et pourriez-vous nous indiquer qui avez-vous remplacé? J'ai remplacé, dans le temps il était colonel, maintenant il est général à la retraite, le général Deto Leto Firmin. Et vous avez exercé cette fonction au sein du premier BCP jusqu'à quelle date? Jusqu'en 2010. Vous pourriez être plus précis un petit peu, s'il vous plaît? En fait, j'ai été chef de corps 2 fois. 2 fois 9 mois, c'est chevauché avec au milieu un stage à l'extérieur et un passage au CPCO. Donc je dirais j'ai été la première fois chef de corps en 2007-2008 et la deuxième fois, je dirais 2009-2010. Ça se chevauchait et les 2 périodes ont fait globalement 9 mois. Alors, je comprends, vous avez fait référence à l'instant au CPCO. À quelle date avez-vous été assigné au CPCO? Là encore, j'ai fait 2 fois le CPCO. La première fois, comme je l'ai signifié tout à l'heure, en 2008 et 2009, et à partir de 2010 jusqu'en 2011, je servais au CPCO. Pourriez-vous nous indiquer le CPCO? Ça veut dire quoi l'acronyme, juste pour les fins du dossier? Le CPCO, c'est le Centre de planification, de conduite et des opérations. Alors, nous allons venir dans quelques instants à vos fonctions au sein du CPCO, mais j'aimerais, avant de ce faire, savoir, lors de vos différents stages, vos différentes formations au sein de l'armée, avez-vous suivi des cours au niveau du droit international humanitaire? Oui, effectivement, mais je suis instructeur conseiller en droit international humanitaire depuis 1995. Et à qui avez-vous enseigné cette formation en droit international humanitaire? Je l'ai enseigné quand j'étais à la FIRPAC, Force d'intervention rapide paracommando, qui est l'ancien premier BCP. Et ensuite, j'ai été encadreur à l'école des forces armées. J'ai encadré une promotion d'officier où j'ai enseigné ça. Et pendant la crise, dans les années
2002-2003, j'ai été coopté avec d'autres instructeurs comme moi par le CICR pour enseigner sur les différents groupements qui se trouvaient au Com Théâtre, sur le théâtre des opérations. Sans vous mettre des mots dans la bouche, les différents groupements au théâtre des opérations, vous faites référence aux différentes unités présentes au front? Oui, c'est cela. Quelles sont les circonstances qui ont mené à votre départ en 2010 du premier BCP pour vous retrouver au CPCO? Mon affectation s'est faite à l'issue d'un incident que j'ai eu avec un capitaine qui est commandant aujourd'hui, qui travaillait au service qui s'occupe du carburant dans l'armée de terre. Et il y a eu une altercation entre ce capitaine et moi. Juste pour qu'on se situe en 2010, êtes-vous capable de nous placer le mois, s'il vous plaît? Ce sera un peu difficile. Avant ou après le premier tour des élections? Entre les deux tours. Suite à cet incident, entrez-vous en fonction immédiatement au CPCO ou y a-t-il un délai? Juste le temps de prendre un mois de congé et j'ai rejoint le CPCO. Et avez-vous rejoint le CPCO avant ou après le deuxième tour des élections du 28 novembre 2010? J'ai rejoint le CPCO après le deuxième tour. Si ma mémoire est bonne, pendant le deuxième tour, j'étais en congé. Avez-vous rejoint le CPCO avant ou après la sermentation de M. Gbagbo en tant que président? En décembre 2010, pardon. Je crois que j'ai rejoint juste après. Très bien. J'aimerais revenir sur un point brièvement. Le premier BCP se trouvait à quel camp à Quedo, s'il vous plaît? On sait qu'il y a un nouveau camp, on sait qu'il y a un ancien camp. C'était où se trouvent les forces terrestres. Mais auquel des deux camps? Le premier BCP se situe à l'ancien camp où il y a l'état-major des forces terrestres. Maintenant, ça s'appelle l'armée de terre. C'est un état-major. Donc, décrivez-nous les forces en présence ou les unités en présence, outre l'état-major des forces terrestres qui se trouvait à l'ancien camp à Quedo. Il y a l'état-major qui a ses bureaux et une unité qu'on appelle l'UCS, unité de commandement et des services. Il y avait le premier BCP et il y avait un sous-groupement tactique dans le temps.
Donc, vous étiez le commandant du premier BCP. Qui était le commandant du l'UCS? C'était un colonel, mais je ne me souviens plus de son nom. Et qui commandait le sous-groupement tactique? Le sous-groupement tactique était commandé par le capitaine Wende Zadi. Wende Zadi. Je répète pour les fins de l'enregistrement. C'était quoi ça, le sous-groupement tactique? Le sous-groupement tactique mis en place par le commandant des forces terrestres regroupait une section ou un peloton de chaque bataillon de la place d'Abidjan qui appartenait aux forces terrestres, notamment le premier BCP était représenté par une section, le premier bataillon d'infanterie était représenté par une section, le premier bataillon blindé par un peloton et le bataillon d'artillerie sol-air par un peloton également. Et juste pour confirmer, donc au sein de ce sous-groupement tactique, ces unités qui la formaient, avaient-elles leur armement organique ou était-ce un armement différent? Je pourrais répondre seulement pour la section du premier BCP que je commandais. Cette section était détachée avec son armement organique. La raison pour laquelle je vous pose la question, c'est que, étant dans le camp, donc au même endroit, vous étiez des forces en présence, n'est-ce pas? Oui. Alors, de vos yeux vus, êtes-vous capable de confirmer si le BASA et les autres unités avaient leur armement organique? Géographiquement, le sous-groupement tactique n'était pas logé dans l'enceinte du premier BCP. Il était logé dans l'enceinte de l'état-major des forces terrestres, où il y a une clôture et une route à, je dirais, 2 voies et une pelouse d'environ 50 mètres qui nous séparent. Donc je ne saurais dire quel était l'armement précis qu'avaient les autres sections ou pelotons qui composaient le sous-groupement tactique. Donc, juste pour confirmer, qui était le chef ou le commandant en chef des forces terrestres? C'était le général Leto Firmin. Alors, j'aimerais appeler un premier document. C'est au sujet de votre assignation au CPCO. Je vais juste donner les 4 derniers chiffres à chaque fois. 0047 0740. Pour voir la pièce, il va falloir aller sur Evidence 1. Monsieur le Président, juste prier notre confrère
de bien vouloir chaque fois qu'il citera des pièces rappeler le numéro d'ordre si possible, pour nous permettre de suivre immédiatement. Number on the list. Le président, oui, le numéro sur la liste, bien sûr. En fin de référence, CVOTP devrait être la même référence, n'est-ce pas? Monsieur MacDonald. Le président, la référence sur la liste, s'il vous plaît. Monsieur MacDonald, je vais parler français maintenant. Je suis vraiment désolé parce que ce n'est pas une habitude que j'ai de mettre les numéros, à savoir quel numéro sur la liste, car je crois que dans l'ordre de 1, dans les autres pièces, ils sont tous en ordre chronologique d'ERN, excepté pour les pièces qui sont ajoutées à la fin. Donc, si vous regardez notre liste, vous allez trouver très, très rapidement. Si on l'a, on va tenter de le faire, mais je ne l'ai pas noté. Ce n'est pas une mauvaise intention, je note pas. However, Le président, certes, mais essayez de le faire à l'avenir, parce que c'est plus facile, il est plus facile de s'y référer. Monsieur MacDonald, oui, je comprends, mais les numéros se suivent en séquence. Le président, oui, c'est le numéro 53 en tout état de cause. Monsieur MacDonald, je m'apprêtais à le dire justement, 52. Alors, si on pouvait appeler la pièce, s'il vous plaît, et si vous pesez sur le bouton Evidence 1, est-ce que vous voyez le document? Oui, nous le voyons. Est-ce que vous reconnaissez ce document? Bon, c'est un document avec tout ce qu'il faut pour comprendre que c'est un document qui émane du ministère de la Défense. Il s'agit bien de votre assignation? Ce que je lis, ça concerne le commandant Mel Gérard Brice, présentement commandant en second du 1er BCP, est nommé commandant du 1er BCP par intérim. Oui. D'accord. Donc, excusez-moi, je me suis peut-être trompé de document, là. Je vais tenter de retrouver l'ERN qui me concerne. Donnez-moi un instant. Excusez-moi, Monsieur le témoin, il y a un document qui réfère directement à votre assignation au sein du CPCO, mais on m'informe que le document pour la Chambre a été divulgué selon la règle 77, et donc je ne peux pas vous le présenter. Je laisserai mes collègues le soin de le faire s'ils le veulent bien, mais si je vous suggère que vous avez été assigné au CPCO le 8 novembre 2010, est-ce que ça vous dit quelque chose? A priori, la date, je ne me rappelle plus de la date à laquelle j'ai été affecté au CPCO. Donc, elle ne me dit rien en fait. Et revenons donc à la pièce qui est devant vous, 0047 0740. Vous confirmez que M. Mel Gérard Brice est bien celui qui vous a remplacé au sein du premier BCP? Oui, je confirme.
J'aimerais revenir à la période 2002-2003. Pour un point bien précis. Donc, on sait qu'en septembre 2002, le 19, à partir de cette date, la Côte d'Ivoire est séparée en deux entre le nord et le sud. Quelles ont été vos fonctions dans les semaines qui ont suivi la séparation entre le nord et le sud? J'étais capitaine, je commandais la 2e compagnie du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Et vous vous trouvez à quel endroit? Le 19, à cette date-là, j'étais à la compagnie, aux sapeurs-pompiers. Êtes-vous allé au front dans les semaines qui ont suivi? Oui, étant sapeur-pompier militaire, j'ai été, comme bien d'autres, engagé sur le front, comme on dit. Maintenant, vous avez fait combien de temps au front? Je suis parti en 2002 et je suis revenu en 2003-2004. À votre connaissance, y a-t-il eu embauche au sein de l'armée durant cette période, des suites, donc, de la rébellion prenant une partie du nord du pays? Oui, il y a eu un recrutement national qui s'est fait. Savez-vous combien de personnes? Il y a eu 3000 jeunes, à peu près. Durant cette période, alors que vous êtes sur le théâtre des opérations, avez-vous été visité par M. Blégoudet? Personnellement, non. L'avez-vous vu à Yamoussoukro? Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais je sais qu'il est passé à Yamoussoukro à encourager des soldats. Comment avez-vous appris cela? Nous dépendons tous du Com-Théâtre. On dépendait tous du Com-Théâtre. Il y avait son état-major à Yamoussoukro. Donc ce genre d'informations peuvent être partagées avec les différentes unités qui dépendent du Com-Théâtre. Qui était le Com-Théâtre à l'époque? À l'époque, c'était le colonel, maintenant général corps d'armée, le général Mangou Philippe. Je veux juste qu'on revienne, et on a trouvé l'erreur. Le document, je veux juste aller à la 2e page, Monsieur le Président, du document 0740. Si on pouvait afficher, avec votre permission, la page 0741 pour que le témoin puisse la voir. Merci.
Très bien. Alors, vous voyez la pièce? Oui, je vois la pièce. Elle est datée donc du 8 novembre. Et on indique bien qu'à compter du 8 novembre, votre affectation était donc au CPCO. November 2010. Le président, le 8 novembre 2010, pour que les choses soient bien précises. D'accord? Monsieur le témoin? Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Oui, Mais, donc, comme vous dites, vous avez pris un mois de vacances et vous êtes en décembre. Prenez votre poste en tant que tel. une affectation peut sortir sur message et puis l'individu peut être en permission. D'accord. Alors, juste avant d'en venir au CPCO, j'aimerais revenir sur une chose. Le sous-groupement tactique relevait de qui? Le, Au-delà, pardon, pour être encore plus précis, le commandant Zadi se rapportait à qui à ce moment-là? le sous-groupement tactique relevait directement du commandant des forces terrestres. Donc, direct. Directement. Alors, venons-en maintenant au CPCO. Décrivez-nous, car je comprends que vous avez travaillé, donc, pendant plusieurs mois, durant la crise. Quel était le rôle du CPCO? C'était quoi? Le CPCO, Centre de planification et de conduite des opérations, a toujours eu la même mission, c'est de planifier et de conduire les opérations au niveau national. Mais les opérations de quelle force? Les opérations de toutes les forces qui dépendent de l'état-major. On pourra y revenir. Donc, qu'en était-il des forces de première catégorie, la police? Relevait-elle du CPCO? Dans une certaine mesure, parce que, permettez-moi de le rappeler, vous avez dit les forces de troisième catégorie. Or, Première catégorie. oui. Les forces de première catégorie, c'est-à-dire les forces militaires, étaient le CPCO s'en chargeait. Maintenant, la situation a mené le commandement à intégrer dans une certaine mesure les forces de deuxième catégorie, troisième catégorie, gendarmerie et police en fonction des missions et de la situation. Il y a un terme qui était utilisé à cet effet, les FDS,
forces de défense et de sécurité. Alors, le CPCO, dans sa mission, en fonction de la situation et des missions, prenait en compte les forces des autres catégories, mais qui restaient sur leur commandement originel. D'accord. Tout à l'heure, nous viendrons à des exemples concrets, comment ceci s'exerçait ou s'exécutait sur le terrain. J'aimerais maintenant qu'on reste plus au niveau général du CPCO. Bon, où était-il situé, le CPCO? Le CPCO était situé à l'enceinte de l'état-major, dans le bâtiment principal où se logent les bureaux du chef d'état-major. Donc, au camp Gallieni. Exactement. Lorsque vous vous joignez au CPCO en décembre, qui en est le responsable ou qui commandait le CPCO? Le chef CPCO en ce moment était le colonel Kokou Sako, René. Quel a été votre propre rôle lorsque vous vous êtes joint au CPCO? J'ai été intégré dans l'une des cellules, notamment la cellule J5, planification. Est-ce que vous aviez entre vous et M. Sako, y avait-il une hiérarchie intermédiaire ou une personne à qui vous vous rapportiez avant de vous rapporter à M. Sako? Le colonel Sako, étant le chef CPCO, cumulait aussi la petite fonction de chef de cellule J5 planification. Donc, comme j'étais intégré à cette cellule, je travaillais directement avec le colonel Sako. Combien de cellules y avait-il au sein du CPCO? Et dites-nous lesquelles, s'il vous plaît. Je vous cite les principales. Il y a la cellule J5, comme je le disais tantôt, la planification. La cellule J3, qui s'occupe effectivement de conduire les opérations. Donc on l'appelle la conduite. Il y a la cellule J2, qui se charge du renseignement tactique. Il y a la cellule J4, qui s'occupe de la logistique. Il y a la cellule J1, qui s'occupe du personnel. Il y a la cellule J9, qui s'occupe de tout ce qui est, je dirais, relation avec les actions civilo-militaires. Il y a la transmission. En fait, voici les principales cellules qui composaient le CPCO. Juste, j'attends pour que le transcrit nous suive un petit instant. Donc, il y avait, juste pour clarifier, il y avait une cellule transmission. Oui, affirmatif.
Et ça, c'était la J quoi? Quel numéro? La transmission, c'est J6 ou 7. Essentiellement, c'est la structure normale de toute armée, de J1 à J9, qu'on retrouve de par le monde. Oui, exactement, oui. D'accord. Vous étiez, lorsque vous arrivez, n'est-ce pas, en décembre, on va utiliser cette date comme date référence pour ma question. Lorsque vous vous joignez, donc, au CPCO, donnez-nous une ordre de grandeur. Il y a combien de personnes travaillent là? N'étant pas du J1, il me serait difficile de donner un effectif précis. Allons-y avec des approximations. Les cellules avaient en moyenne 5 personnes. En moyenne, plus on avait un groupe de sécurité pour les locaux. Je dirais que le CPCO n'avait pas un effectif de plus de 50-60 personnes. Et ça peut sembler une question un peu bête, mais je la pose pour les fins du dossier. Le CPCO se rapportait à qui? Le CPCO, c'est l'organe de réflexion du chef d'état-major dans le domaine opérationnel. Donc, il se rapporte directement au chef d'état-major. Décrivez-nous, j'aimerais comprendre maintenant les modes de réunion, d'échange d'informations au sein du CPCO. Premièrement, y avait-il des réunions? Oui. Oui, il y avait des réunions. Est-ce que ces réunions étaient structurées à heure fixe? Ça dépendait des moments. On sait que dans un camp militaire, il y a un rassemblement tous les matins, généralement. J'utilise ça comme exemple. Maintenant, au sein du CPCO, y avait-il un rassemblement matinal? Non, il n'y avait pas de rassemblement. Le CPCO n'est pas un corps de troupes. Le CPCO n'est pas une unité constituée. Le CPCO, c'est une partie de l'état-major. C'est des cellules, c'est des bureaux. Donc il n'y a pas de rassemblement à proprement parler. Les réunions, tous les vendredis, tout le lundi matin, nous avons un briefing d'ensemble. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le CPCO vit en fonction de l'activité opérationnelle. C'est l'activité opérationnelle qui va permettre de préciser ou d'organiser les différents briefings, les différentes réunions. Voilà comment ça se passe.